Avant la mise en place de l'indépendance martienne et en vertu de la réforme constitutionnelle de 2099, la planète rouge était dirigée par un conseil parallèle de 5 magistrats spécifiquement assignés à la gestion de la colonie. Ces 5 préators coloniaux, bien qu'en théorie égaux en termes de pouvoir à leurs homologues terriens, n'avaient en réalité pas plus de liberté décisionnelle que de simples consuls. Car en termes de choix, la Terre pouvait toujours s'arranger pour imposer sa volonté par une utilisation abusive du droit de veto. Ceci étant fortement lié au fait que le droit de suspension d'une décision devait, de par la Constitution, comporter toujours le soutien d'au moins 2 préateurs terriens pour être effectif, et du fait du nombre restreint de magistrats rouges empêchant toute coalition suffisamment importante pour renverser la vapeur. Cette réglementation a été mise en place à l'époque pour éviter une potentielle préséance décisionnelle des colonies, et elle fut utilisée de manière totalement abusive par la FPT à l'époque du deuxième exode, dans une volonté pourtant louable de rétablir l'ordre sur Mars. Il en résultera, à terme, que Mars sera dirigé par un gouvernement fantoche, entièrement à la merci des décisions de la Terre. L'Alliance martienne indépendantiste était un parti politique extrémiste pro-martien, ayant, durant la période allant de 52 à 62 après Warp, œuvré pour établir la souveraineté de la planète rouge quant à sa propre destinée. Fondée en secret par l'ancien Guardian Garek David, l'AMI a, au début de sa carrière, fait office de mouvement populaire insidieux, peu pris au sérieux par les instances gouvernementales. Cependant, de subtiles manipulations de l'AMI ont fini par permettre la mise au pouvoir de David et de ses hommes lors des controversées élections de magistrature de janvier 62 après Warp. Participant aux élections sous le nom d'artifice de Conjonction fédérale martienne, l'AMI parvint à se faire passer ouvertement pour un parti pro-terrien afin de profiter des magouilles et du soutien de la Fédération dans ces derniers. En parallèle, et sous couvert d'accidents et d'attaques terroristes, l'AMI élimina un à un les autres partis protériens, devenant de fait le seul à profiter de l'aide de la Fédération. Elle poussa même le bouchon jusqu'à organiser des attentats contre elle-même, afin de pousser la Fédération à les protéger et à les considérer comme le seul rempart restant contre les indépendantistes martiens. Cela finira par déboucher, au terme de la campagne de magistrature, à l'élection de la totalité du commandement de l'AMI aux places de magistrats rouges, dont son leader, le charismatique Garek David. Profitant des premiers mois pour confirmer leur emprise sur la politique martienne, et toujours sous couvert d'être soumis à la Terre, David et ses hommes développeront tous les domaines pouvant permettre à la planète rouge d'améliorer son autarcie déjà importante, en particulier l'amélioration des usines d'armement de la cité d'Ombellum. Puis, quand le moment sembla opportun, le Conseil rouge déposa officiellement sa requête d'indépendance à la Fédération, le 12 mai de l'an 62 après Warp. Bien entendu, la Fédération se gaussa du ridicule de la demande et l'ignora simplement, ne se rendant pas compte du sérieux de Mars dans sa volonté de sécession. David imposera alors le débat à chaque occasion afin de forcer la Fédération à reconnaître la volonté d'indépendance de Mars. Malgré tout, la Terre tiendra fermement sa position, refusant ne serait-ce que l'idée d'une séparation de l'humanité en 2 blocs distincts, et les débats se termineront invariablement par la mise en abîme des doléances martiennes. Il adviendra finalement, voyant qu'aucune tentative diplomatique n'aboutirait, que David proclamera personnellement l'indépendance de Mars, le 30 novembre 62 après Warp. Cet acte majeur, ancré dans le blocus de la station Warp jumelle, signera également le début des guerres terramartiennes. Fondées durant les premières phases de la colonisation de Mars, les gigantesques villes sous verre, connues sous le nom de Cité Dôme, furent à l'origine conçues pour permettre la terraformation de la planète rouge. Disposant d'importantes ressources technologiques et matérielles, ces cités servaient ainsi à entretenir et à développer les impressionnantes forêts de génoflore attachées à la production massive d'oxygène dans l'atmosphère martienne. Il advint cependant que ces villes, originellement scientifiques, devinrent un pôle d'attraction populaire pour tous ceux désireux de trouver un travail bien rémunéré sur Mars. Ayant besoin de main-d'œuvre massive, la Fédération ne découragea en rien ce rêve martien, et, en moins d'une génération, 5 cités d'hommes verront le jour: Pater, Bellum, Quietus, Hereditas et Melios. Dirigées comme n'importe quelle agglomération terrienne, ces villes seront confiées à des gouverneurs locaux élus par leurs concitoyens martiens. Et durant toute la période où Mars fut sous le contrôle direct des Préators, ces gouverneurs n'eurent jamais plus d'influence que leurs autres homologues. Ce fait changera subtilement au fil des ans, à partir du moment où Mars commencera à développer un sentiment nationaliste, et des gouverneurs de plus en plus indépendants prendront les rênes, enchaînement qui finira par aboutir à une situation politique instable au moment de la prise de pouvoir de David. Lors de la déclaration d'indépendance de Mars, de nombreux gouverneurs ne soutinrent pas entièrement David, décidant de profiter de la situation pour asseoir leur propre souveraineté. Ce fut particulièrement le cas pour Hereditas et Melios, qui s'opposèrent même ouvertement à la prise de contrôle de l'AMI, menaçant de créer une guerre civile au sein de l'Alliance naissante.
David parviendra cependant, suite à des négociations complexes avec les gouverneurs, à établir un consortium à durée indéterminée entre toutes les cités-dômes, et ce afin d'opposer un front uni à la Fédération. Les gouverneurs comprirent assez rapidement où se trouvait leur intérêt dans cette histoire et finirent tous par accepter cette association, ainsi que l'autorité théorique de l'AMI. David sait pourtant que sa domination sur les cités-dômes est précaire et ne tient que parce qu'il parvient à maintenir une opposition solide aux prétentions de la Terre à récupérer Mars. Il sait également que pour finalement imposer son autorité durable sur la planète rouge, il devra d'abord s'attirer la sympathie et le soutien de la population des cités-dômes. Pater fut la première cité-dôme construite. Elle est également le siège du pouvoir de David, qui y officie en tant que gouverneur. De par son statut de cité originelle, elle détient une forte influence sur les autres dômes, et de cause à effet, l'AMI peut grâce à elle profiter d'un fort soutien populaire sur Mars. Cependant, même suite à diverses extensions, Pater ne possède qu'une population d'environ 2 millions d'habitants, ce qui en fait un des dômes les moins peuplés de la planète rouge. Caractérisé essentiellement par le poumon, la plus grande forêt de Mars, Pater voit 90% de sa superficie réservée à cette gigantesque accumulation de génoflore, conçue pour maintenir l'atmosphère martienne dans des proportions acceptables pour l'homme. Du fait de la gravité martienne ayant du mal à retenir son atmosphère, le poumon doit en outre œuvrer en permanence pour combler le déficit provoqué par la dispersion de celle-ci dans le vide spatial. Cette forêt de plus de 120 000 km² peut sembler ridicule compte tenu des proportions de jungle colossales comme celle d'Amazonie sur Terre. Cependant, les plantes martiennes ont subi de lourdes modifications génétiques et ne correspondent à plus rien de connu. En effet, alors qu'un arbre classique produirait à peine 20 à 30 kg d'oxygène par an, un génoarbre martien produit près de 40 tonnes et atteint sa maturité optimale au bout d'à peine 2 ans, là où les autres mettraient 10 fois plus de temps pour arriver à l'âge adulte. Cette croissance rapide et cette production astronomique d'oxygène ont forcé les scientifiques à penser à de nouveaux moyens pour fournir la matière organique et énergétique suffisante pour soutenir ce métabolisme industriel. Ils ont donc permis à ces plantes de bénéficier, en plus de la photosynthèse, d'un régime alimentaire parallèle via une faune artificielle intégrée directement à la génojungle. Cette faune, composée quasi exclusivement d'insectes rendus gigantesques par la faible gravité martienne, a permis la mise en place d'un écosystème autonome où ces derniers trouvent leur subsistance dans les fruits et les fleurs de la génoflore, participant de fait à sa reproduction, tandis que de l'autre côté, la génoflore peut piocher allègrement dans cette réserve de biomasse pour alimenter son puissant métabolisme. Cet écosystème autonome a cependant quelques défauts, en particulier liés à la dangerosité de cet environnement. Celui-ci n'est rendu accessible qu'avec des autorisations provenant des plus hautes instances. En effet, que ce soit les insectes géants ou les plantes carnivores voraces, tout dans ces génojungles est une menace pour l'homme, et quiconque y pénètre sans y être lourdement préparé ne peut s'attendre qu'à une mort rapide et douloureuse. De fait, de fortes mesures de sécurité interdisent l'accès à la serre, et sa progression endémique est sévèrement contrôlée par les scientifiques au moyen de complexes protocoles d'inhibition, à base d'agents chimiques et de défrichage robotisé. À cause de la dangerosité et de la vitesse de développement du poumon, une panne d'un des protocoles d'inhibition serait un problème majeur, et une coupure totale du système pourrait même causer des dégâts irréversibles, non seulement à la cité-dôme, mais également à l'ensemble du fragile écosystème martien. Une telle catastrophe pouvant provoquer un dérèglement global rendant impossible la vie sur Mars, il n'est pas étonnant que l'AMI prenne très à cœur la question de la sécurité quand il s'agit du poumon. Bellum est la deuxième ville la plus peuplée de Mars avec près de 40 millions d'habitants et également la deuxième en termes de superficie. Cependant, ce n'est pas sa démographie importante qui fait la célébrité de Bellum, mais bel et bien sa puissance militaire. Placé précisément à l'équateur de la planète afin de lui offrir un arc de visée optimal sur l'ensemble de Mars et vers l'orbite, Bellum dispose d'un armement sol-espace de dernière catégorie, capable de produire une puissance de feu suffisante pour disloquer même une station spatiale. Comme les autres cités-dômes, elle est équipée en outre de puissants champs déflecteurs la protégeant du bombardement orbital, mais elle possède également d'importantes usines d'armement, dont les fameuses fabriques de Mechaguar de Bellum Engineers. Bellum est l'une des rares cités-dômes ne cachant pas sa loyauté envers l'AMI. Elle est dirigée par le gouverneur Elias Zoll, un homme massif d'une 50aine d'années au passé militaire chargé, et appréciant David essentiellement pour l'occasion qui lui a été donnée de mettre à profit la valeur militaire de sa cité. Zoll est un homme de principe, et il considère sa parole comme plus importante que sa propre vie. Il n'aura donc de cesse que de défendre l'AMI jusqu'à son dernier souffle en vertu du traité qu'il a signé avec elle. Ses relations avec les autres gouverneurs sont malgré tout austères, voire carrément hostiles pour certains, bien que Zoll ne remettrait jamais en cause la sécurité de l'Alliance pour des raisons aussi frivoles qu'une vulgaire inimitié. La génoflore de Bellum, enfin, est l'une des plus stables de la planète, moins lourdement modifiée que celle de Pater ou Hereditas. En effet, elle n'est prévue que comme un appoint des autres serres, et sa superficie de quelques milliers de kilomètres carrés ne nécessite que peu d'entretien.
Coetus est la première ville de Mars, aussi bien en termes de superficie que de démographie. Elle comptabilise à elle seule près d'un dixième de la population martienne, soit près de 100 millions d'habitants, ce qui en fait également la plus grande agglomération de toutes les colonies. Sa construction démarra peu de temps après le début du premier exode et ne se termina que dans les années 30 après Warp. Le gigantesque dôme de la cité nécessitera, de fait, la réquisition de la totalité de la production des carrières lunaires, et ce pendant les 6 années que durera sa construction, soit près de 10 millions de tonnes de silicium. Étant par ailleurs la seule cité-dôme à ne pas posséder de génocère, Coetus fut dès le départ pensé pour être une ville dortoir aux proportions colossales. Aujourd'hui, le principal intérêt de Coetus, hormis sa démographie, est qu'elle est également considérée comme le grenier de Mars. En effet, la cité a été construite à proximité du Vasistas Borealis, et elle dispose, grâce à cette source d'irrigation inépuisable, de gigantesques exploitations agraires tout autour du dôme, produisant à elle seule près de la moitié de la nourriture disponible sur Mars. Son gouverneur, Calder Quintus, est un homme acerbe d'une 60aine d'années. Celui-ci est bien au fait de l'importance stratégique de sa cité, et bien qu'il ne soit pas ouvertement hostile à l'AMI, sa seule priorité reste sa propre ville, et il n'hésite pas à profiter de son avantage tactique notable pour faire valoir ses opinions lors des conseils. Il n'y a malgré tout aucune animosité entre lui et les autres gouverneurs, ou du moins pas de manière ouverte, car ces derniers se gardent bien de mordre la main qui les nourrit. Sans doute la cité-dôme la plus étrange de Mars, Hereditas ne brille pas par sa taille ou son nombre d'habitants, ne faisant que 2000 km² pour un peu moins de 3 millions de citoyens. Cependant, elle se démarque par les laboratoires de génétique et les centres médicaux les plus perfectionnés de toute la planète. De par cette infrastructure scientifique avancée, Hereditas est censée constituer, en théorie, le cœur médical et hospitalier de Mars, mais en réalité, celle-ci s'est repliée sur elle-même au fil des années et ne tolère que peu les étrangers. Cet état de fait incongru est en grande partie dû à la paranoïa de l'actuel gouverneur d'Hereditas, Cynthia Vell. Vell, du haut de ses 80 ans, dirige la cité-dôme depuis quasiment toute sa vie. Cependant, ce n'est pas la durée de son mandat de plusieurs décennies qui attire l'attention quand on rencontre cette femme pour la première fois. Ou du moins si vous avez l'occasion de la rencontrer en personne. En effet, victime plus ou moins accommodante d'un dérèglement biologique dû à un procédé de jeunesse persistante instable, Cynthia a vu sa croissance s'arrêter à hauteur de ses 8 ans. Il en résulte que l'apparence actuelle de la vieille femme est toujours celle d'une petite fille blonde ayant apparemment moins de 10 ans. Il se trouve que Cynthia profite allègrement de ce physique atypique et affiche un comportement d'enfant gâté parfaitement puéril, en particulier face à ceux qui ignorent sa véritable nature. Mais en réalité, il ne s'agit que d'une façade pour diminuer la vigilance de ses interlocuteurs, et la vieille femme est en parfaite possession de ses facultés mentales, et même tout à fait capable de profiter de sa longue expérience pour faire tourner les choses en sa faveur en toutes circonstances. De plus, agissant souvent par l'intermédiaire de doublures depuis l'âge de ses 16 ans, peu de personnes sont au fait de l'apparence véritable de Cynthia Vell, à l'exception notable de Gareth David, ainsi que d'un cercle de proches de plus en plus réduit. Hereditas est par ailleurs un endroit peu accueillant du fait de la politique particulière de Vell. Ce fait s'est d'ailleurs largement accentué depuis la prise d'indépendance de la cité au moment de la sécession de Mars. En effet, la gouverneure excentrique estime que le fait de laisser la responsabilité de sa santé à un tiers contre une rémunération est une idée détestable, voire potentiellement dangereuse. Elle a de fait imposé une politique d'automédication à ses concitoyens, les obligeant à se soigner eux-mêmes, gratuitement, en toutes circonstances, et laissant pour ce faire à disposition l'ensemble du dispositif médical d'Hereditas. La cité pratique à ce titre une forte répression pénale à l'égard de quiconque procurerait des soins à autrui, et il n'est pas besoin de préciser que cette politique étrange a été la cause d'innombrables accidents malheureux, en particulier pour tout ce qui touche à la chirurgie. Une autre particularité dans les mœurs d'Hereditas est sa façon de gérer la criminalité. En effet, en plus de dispenser une justice expéditive, celle-ci ne possède pas de prison, et il n'existe que 2 châtiments en dehors des amendes pour gérer les malfrats dans la cité: l'exil et la pénitence. Le premier est assez facile à comprendre et consiste simplement à bannir une personne de la cité, généralement à vie, la livrant ainsi au rude environnement martien et lui interdisant l'accès au dôme et à ses infrastructures. La pénitence est plus atypique et constitue une des nombreuses bizarreries d'Hereditas. Selon la gravité de sa faute, un criminel pourra ainsi être condamné à passer un certain temps dans la serre de génoflore de la cité, ce temps pouvant aller de 24 heures à plusieurs dizaines d'années selon les cas. Inutile de dire que les chances de survie dans cet environnement sont presque nulles pour une personne sans équipement spécialisé, et rares sont ceux à tenir plus de quelques jours avant de se faire tuer par un insecte géant ou une plante carnivore, quand ce n'est tout simplement pas du fait de la maladie ou de la faim.
À noter par ailleurs que l'écosystème de la serre d'Hereditas, s'il est moins étendu que celui de Pater, dispose des organismes vivants les plus agressifs et les plus instables de toute la planète. Une donnée factuelle en grande partie due aux nombreuses modifications apportées par les généticiens de la serre, uniquement pour satisfaire les lubies névrosées de Cynthia Vell. Autre grand technopôle de Mars, Mélios est à peine plus grande qu'Hereditas, mais tout aussi marginale que sa petite sœur. Spécialisée dans la robotique et la cybernétique, cette cité prospère en fournissant les minerais extraits de ses mines, ainsi que ses technologies à usage civil sur toute la planète rouge, que ce soit du matériel agricole sommaire ou les générateurs de gravité artificielle indispensables à la création d'une agglomération sur Mars. Le gouverneur de Mélios est un jeune homme de 31 ans nommé Alexander Thor. En poste depuis à peine 10 ans, il est parvenu en très peu de temps à développer de manière extrême la capacité de production technologique de sa cité. Pourtant peu à l'aise en politique, Thor fut élu par ses concitoyens, en grande partie pour ses capacités techniques. C'est en effet un surdoué, capable d'accomplir des miracles aussi bien avec un ordinateur qu'avec une clé à molette. Un inventeur de génie, ne souffrant malheureusement que d'un déplorable manque de personnalité. Alexander possède une aversion forte pour les autres gouverneurs, qu'il méprise ouvertement sans même faire l'effort de le cacher. C'est particulièrement vrai concernant Elias Zoll, qu'il considère comme un vulgaire va-t-en-guerre. Cette attitude hostile lui a valu de nombreux ennemis, et même s'il perçoit mieux que quiconque l'idéal du grand princeps, il se considère comme détaché de ces histoires d'identité martienne, ne cherchant qu'à faire que ce pourquoi il est doué, créer et développer de nouvelles formes de technologie. De fait, en termes d'organisation, Mélios n'est pas vraiment une ville à proprement parler. Construite à l'origine pour être l'installation minière principale de Mars, elle ressemble plus à une gigantesque usine de raffinage de minerais, principalement le fer présent en grande quantité dans le sol martien. Elle est parallèlement agrémentée de plus de laboratoires et d'ateliers que partout ailleurs sur Mars. Sa population de 10 millions d'habitants offrant un contraste saisissant entre ses ouvriers noircis par le travail à la mine et ses fringants scientifiques en blouse blanche élaborant en permanence de nouveaux projets de développement. Le système judiciaire de Mélios est par ailleurs fortement lié à l'exploitation des mines de la cité, puisque les criminels et les délinquants jugés coupables sont généralement condamnés aux travaux forcés pour une durée indéterminée. Mélios peut par ailleurs se targuer d'avoir une des justices les plus sévères de la planète, puisque le moindre délit peut s'accompagner de plusieurs mois de bagne, même pour les infractions les plus insignifiantes. Cette sévérité est d'une part due à la volonté de productivité des mines, datant d'avant la mise en place de Thor en tant que gouverneur, et d'autre part due au fait que même s'il n'est pas forcément favorable à cette politique, celui-ci n'a absolument aucune envie de s'embarrasser d'affaires publiques et de réformes, préférant laisser tourner les choses telles qu'elles l'ont toujours fait, et évitant ainsi de s'en soucier. Ancien terme utilisé pour désigner les bidonvilles gravitant autour des cités-dômes, les centres urbains périphériques sont aujourd'hui autant de villes et de villages éparpillés sur toute la surface de la planète rouge et regroupant la majeure partie de la population martienne. Ayant commencé à apparaître dès la stabilisation de l'atmosphère martienne en 30 après Warp, ces agglomérations anarchiques de taille variable furent la conséquence du deuxième exode. Une période charnière dans l'histoire de Mars, durant laquelle des centaines de millions de personnes se ruèrent vers les colonies dans l'espoir d'acquérir richesse et lopin de terre grâce à cette nouvelle manne. La vérité fut plus rude, car si l'atmosphère était respirable, Mars était une terre aride, difficile à exploiter de par le fort pourcentage de fer dans son sol. Et sans le soutien logistique et technologique de la Fédération, toute tentative de se tailler une parcelle agricole se retrouvait vouée à l'échec, ou au mieux à une vie de misère. Il en résulta que la plupart des immigrants, n'ayant à l'époque aucun moyen de revenir sur Terre en l'absence de la station Warp jumelle, durent se résoudre à tenter leur chance vers les cités-dômes. Ces dernières n'ayant bien évidemment pas les infrastructures nécessaires à l'hébergement de millions de colons désœuvrés qui s'accumulaient devant leurs portes. Une guerre sans merci entre les colons s'engagea alors pour avoir la chance d'intégrer les cités, et des bidonvilles commencèrent à apparaître pour héberger les malheureux attendant vainement qu'une place se libère. Par ailleurs, tout un marché parallèle de denrées de première nécessité se développa rapidement aux dépens de la population. Des cartels mafieux se mirent à vendre à prix d'or la nourriture, les médicaments et même les générateurs de gravité, s'arrogeant ainsi la mainmise sur toute l'économie des bidonvilles. Et tandis que toujours plus de colons débarquaient sur Mars, malgré la violente propagande anti-colonie appliquée par la Fédération, toute une société basée sur le vol et le meurtre commença à se mettre en place au pied des cités sous verre, faisant office de paradis inaccessible. Il fallut près de 20 ans à la FPT pour régler le problème de l'insécurité et de la misère dans ces villes, et ce fut au prix que l'on connaît aujourd'hui. Déployant d'importantes ressources militaires et politiques, les Praetors menèrent une campagne de répression de la criminalité intensive, d'une sévérité jamais vue auparavant. Les gangs, disposant d'armes et d'équipements de haute volée grâce à une décennie à contrôler l'économie locale, opposèrent une résistance farouche aux forces de l'ordre, et il ne fallut pas moins que le déploiement d'armes aussi puissantes que des mécaguards pour lutter contre les cartels locaux.
Ce ne fut qu'après de longues années de lutte et de soutien économique et sociaux que la Fédération parvint enfin à redresser la barre, rendant les bidonvilles habitables pour tous ceux désirant y vivre honnêtement. De nos jours, on distingue deux types principaux de centres urbains périphériques. D'une part, les descendants des anciens bidonvilles, qui, s'ils ne sont toujours pas aussi riches que les cités-dômes, ont le mérite de proposer une vie décente à ceux qui y résident, et où le travail ne manque pas pour ceux qui n'ont pas peur de mettre la main à la pâte. D'autre part, on trouve les myriades de petites communautés agricoles ou minières disséminées à travers la planète et ne regroupant généralement pas plus de quelques centaines d'habitants. Celles-là sont les moins bien loties, car bien loin des agglomérations plus importantes, elles font des cibles faciles pour les pirates et les pillards qui profitent de la faible densité urbaine de Mars pour s'y cacher et agir en toute impunité. Dès 63 après Warp, Mars passe sous le contrôle quasi total de David et des 4 autres magistrats rouges. L'Alliance martienne indépendante est de fait une dictature éclairée, dirigée par le grand princeps David, lui-même conseillé et protégé par son état-major de 4 généraux loyaux. Pourtant, Mars n'est pas aussi unifié que le voudrait David. En effet, si ce dernier possède le soutien populaire de la majorité des Martiens, il doit calculer avec la méfiance des cités-dômes envers son régime. Ainsi, la plupart des décisions sont prises suite à de longs débats entre les membres de l'Alliance, et jamais sans heurts. Certains gouverneurs étant plus favorables que d'autres à la prise de pouvoir de l'AMI sur Mars, le grand princeps doit donc constamment jouer avec l'équilibre des forces entre ses différents alliés pour préserver un délicat statu quo. La plus grosse épine dans son pied étant sans aucun doute l'hostilité à peine dissimulée que se portent la plupart des gouverneurs entre eux. Et on ne compte plus les nombreuses fois en 30 ans de guerre civile où l'Alliance a manqué de s'effondrer suite à un désaccord futile entre deux cités. Avec le temps, David est donc devenu un excellent médiateur, jouant finement sur les rivalités pour tirer ce qu'il veut de ses subordonnés. Et encore aujourd'hui, à presque 60 ans, le dirigeant de l'AMI reste un leader charismatique, capable en quelques mots de rétablir l'ordre dans sa coalition. Cependant, Garek David ne reste qu'un seul homme surmené, et sans l'aide de son conseil, il n'aurait jamais pu arriver là où il se trouve aujourd'hui. Ces hommes et ces femmes de confiance, qui le servent fidèlement, sont tous des membres de son cercle intime, et partagent avec lui le même idéal d'indépendance pour Mars. Le premier d'entre eux et son plus vieil ami se nomme Jared Oliviero, qui, outre son sens de l'humour détonnant et sa tendance à la procrastination, reste avant tout un excellent combattant, au sens éthique développé et au courage inégalé. Jared est par ailleurs capable, s'il estime nécessaire, de s'opposer ouvertement aux décisions du grand princeps. De fait, il s'agit sans doute du grand général dont la voix a le plus de valeur pour David, ce qui lui vaut également la jalousie et l'inimitié de ses pairs, un fait évident qui a plus tendance à le faire sourire qu'autre chose. Urotani est un autre général de David, contrastant fortement avec Oliviero. Cet homme aurait très bien pu être un roc froid et sans vie s'il n'y avait pas eu cette étincelle déterminée dans son regard. Tani est un être rigide et austère, ne vivant que pour servir et n'utilisant sa langue que quand c'est absolument nécessaire. De fait, ses interventions étant aussi rares que précieuses, quand il ouvre la bouche, son assistance se tait systématiquement pour l'écouter. Dans un autre domaine, s'il n'est pas le meilleur gardien du quatuor, il décroche pourtant la palme du meilleur sabreur, et son habileté à manier un sabre tactique Sundan est depuis longtemps entrée dans la légende. À la 3e place se trouve Ignacio Priskin, sans doute l'homme le plus énigmatique de l'entourage de David. Ayant rejoint l'AMI peu de temps avant son accession au pouvoir, il s'est rapidement avéré un excellent expert politique, fourbe et calculateur, capable de voir à travers les manigances de ses adversaires et pouvant mettre au point des intrigues d'une incroyable complexité. Il n'est cependant pas très apprécié de ses camarades, et le mépris amusé qu'il affiche concernant cette question n'aide en rien à améliorer la situation. Camille Tarine est la membre la plus récente et la plus jeune du conseil. Elle ne doit sa place que du fait de son incroyable talent pour piloter des méca-guards, ainsi qu'à sa langue parfois trop bien pendue. Elle occupe depuis peu la place de chef militaire, laissée longtemps vacante par la regrettée Général Bund, morte au combat lorsque la station Warp jumelle a été détruite il y a de cela 30 ans. La Général Bund était en effet l'amante de Garek David, et sa mort fut un déchirement, raison pour laquelle le grand princeps ne remplaça pas immédiatement le poste. Ce fait n'est un secret pour personne, et c'est en partie pour cette raison que l'accession au poste de Camille Tarine a tant fait jaser. Beaucoup pensent d'ailleurs que David a offert le poste à la jeune femme uniquement pour son joli minois, et elle a tendance à réagir violemment avec ceux qui la traitent comme une vulgaire poupée du grand princeps. Ça est le fait que son caractère impulsif n'aide en rien la jeune femme à se faire accepter par l'état-major de l'AMI. Mars peut sembler similaire à la Terre vue de l'espace, du moins depuis sa terraformation. Mais sous ces apparences trompeuses, rien n'est moins vrai. La planète rouge est un environnement fondamentalement hostile à l'homme. Son sol est pauvre, saturé de composés ferreux impropres à l'agriculture. Quant à son climat instable, il développe régulièrement de puissantes tempêtes de poussière, suffisamment denses pour provoquer la suffocation d'un homme sans protection, et pouvant parfois durer plusieurs jours.
Mais ce ne sont pas là les pires maux de Mars, car ses dangers les plus mortels sont bien plus sournois. D'une masse presque 3 fois inférieure à celle de la Terre, la planète dispose de fait d'une très faible gravité, et si pour un visiteur occasionnel cela peut s'avérer plus amusant que dangereux, il s'agit en réalité du piège le plus terrible de la planète rouge. Un faible champ de gravité pose tout un tas de problèmes au niveau physiologique, au premier rang duquel une dégénérescence musculaire. À cela s'ajoute également une décalcification osseuse, fragilisant et rendant cassant le squelette et provoquant un affaiblissement progressif du système immunitaire. Tout cela sans même parler des problèmes purement mécaniques liés à la manipulation d'objets légers et pouvant d'une impulsion trop forte être projetés à des kilomètres de distance. Heureusement, pour régler le problème, l'humanité a mis au point une technologie de gravité artificielle qui, bien qu'originellement utilisée à bord de vaisseaux spatiaux, s'est avérée en combinaison avec divers traitements médicamenteux d'une aide précieuse pour la colonisation de Mars. Ainsi, chaque cité-dôme, chaque village et même chaque ferme dispose d'un ou plusieurs générateurs de Higgs afin de compenser la gravité néfaste de Mars. Et si ces machines de haute technologie sont coûteuses et nécessitent un entretien régulier, en particulier dans un environnement aussi hostile que celui de Mars, elles n'en restent pas moins indispensables, car sans elles, la vie ne serait simplement pas possible sur cette planète. Un autre problème notable, plus ou moins résolu par la fusion récente du noyau de la planète, est le cas des radiations solaires. Le jeune champ magnétique de Mars manque en effet de puissance pour dévier les rayonnements mortels du Soleil, et les vents solaires de trop forte intensité peuvent, le cas échéant, s'avérer extrêmement problématiques, pouvant causer de graves brûlures, voire même des cancers chez les personnes exposées. Si la médecine moderne permet, dans la plupart des cas, de guérir ce genre de traumatisme, la prévention est devenue rapidement une nécessité, tandis que la population augmentait en dehors des cités-dômes. Les gens commencèrent à se constituer des caves et des abris pour se protéger de ces dangereux rayonnements pouvant survenir 1 à 2 fois par semaine. Ceux ne pouvant se payer les indispensables outils prévenant l'imminence d'une éruption solaire devant soit se contenter d'une vie nocturne pour éviter le danger, soit espérer être prévenus à temps par leurs voisins ou les autorités locales. D'un autre côté, la terraformation de Mars provoqua aussi de bonnes choses, facilitant fortement la vie sur la planète. La plus impressionnante étant sans doute la création du Vasistas Borealis, l'unique océan de Mars. Il s'agit d'une vaste étendue d'eau douce, trop jeune pour avoir accumulé les sédiments d'un véritable océan et recouvrant près du tiers de la surface de la planète. Il fournit ainsi en eau potable l'ensemble de Mars et permet également le transport maritime des denrées entre les cités-dômes. L'intégration par les généticiens de toute une faune de poissons, de plantes et de crustacés adaptés aux conditions martiennes a en outre achevé de faire du Vasistas Borealis le véritable symbole de la vie sur Mars.